Aujourd'hui, nous recevons un jeune Guinéen dont le parcours force le respect. En 2013, il se classe premier de la République au bac unique en sciences mathématiques. Un esprit brillant, capable d'exceller aussi bien dans les matières scientifiques que littéraires. Un fait rare, presque unique. Dans un pays où la plupart des étudiants peinent à se présenter correctement en anglais, lui réussit l'exploit de valider un entretien en anglais pour intégrer University of Turkish Aeronautical Association à Ankara, l'une des toutes premières universités turques spécialisées dans l'aéronautique. Il en sort major de sa promotion en 2018. Animé d'une ambition sans limite, il postule pour une bourse d'excellence dans les meilleures universités du monde. Admis dans au moins 5 établissements de niveau international en Turquie, aux États-Unis, en Angleterre et en France, il choisit de rejoindre la France pour intégrer sinon l'une des 2 meilleures universités du monde dans le domaine de l'aéronautique. L'ISAE Supaéro de Toulouse, qui est considéré comme le top 2 mondial dans le domaine de l'aéronautique, aux côtés de MIT ou encore de Stanford. Aujourd'hui, c'est un expert, un chef de projet qui dirige certains des programmes les plus prestigieux de la France, dont entre autres le développement des drones, des missiles ou encore des fusées. Mesdames et messieurs, voici Sekouba Touré, un génie de la science, un esprit visionnaire et une fierté pour tout un pays, la Guinée. Déjà, merci beaucoup Lokoro pour ta présence. Ça, je crois que l'émission là a été créée pour des gens comme toi, à l'image des Karamoko qui sont déjà passés, des François Mansari qui sont déjà passés. Comme je l'ai dit depuis le début, l'objectif c'est surtout inspirer les plus jeunes, ceux qui veulent être aujourd'hui en France, ceux qui veulent se servir de leur cerveau pour réussir, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons, ceux qui veulent aspirer à un avenir meilleur. Pas forcément quitter la Guinée, mais savoir que c'est possible de réussir en travaillant, même si on n'a pas forcément des parents très aisés derrière qui sont prêts à mettre des millions dans les études ou alors dans nos projets commerciaux. Donc, je sais que peut-être que tu as des parents qui sont aisés, mais te connaissant, je sais que tu as fourni beaucoup d'efforts pour arriver où tu es, parce que je te connais depuis le lycée. Voilà, donc c'est d'abord un très grand honneur pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. Et merci. Je suis absolument sûr que tous ceux qui vont découvrir la vidéo vont être aussi très enthousiastes et très contents de découvrir ton témoignage à travers cette vidéo. Merci. La première chose, ça va être donc que tu te présentes un peu. Je sais que beaucoup de personnes te connaissent déjà parce que tu as été quand même dans l'histoire de notre pays, mais il y a aussi sur l'internet et surtout il y a des abonnés. Certains vont tomber sur la vidéo qui ne connaissent même pas trop le système éducatif guinéen, donc qui ne savent pas forcément qui tu es. Alors, bonjour Lancinet, bonjour aux téléspectateurs. Je me nomme Sekouba Touré, je suis ingénieur en systèmes aéronautiques et spatiaux, formé en Turquie à l'université de l'association aéronautique turque et ensuite en France à l'Institut supérieur de l'aéronautique de l'espace. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans l'architecture des systèmes aérospatiaux. C'est un grand plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Merci beaucoup et le plaisir est partagé. Alors, la deuxième question, c'est que dans la vie, que ce soit les études, le commerce, le sport, dans le parcours de chacun de nous, il y a un moment de déclic, un moment où tu réalises que cette fois les parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et surtout, à ce niveau-là, il faut que j'arrête les conneries, comme ils le disent souvent. Ouais. Il faut que je me focalise parce que moi, je sais que mon parcours doit être différent, ça doit inspirer, je dois impacter et surtout, plus important, je dois réussir. Parce que la réussite, on ne le fait pas pour satisfaire ou alors pour mettre la poudre aux yeux des gens. C'est pas pour les paillettes, c'est pour soi-même. D'abord son épanouissement personnel, mais aussi bien sûr ne pas finir banalement quoi. Parce que si on a le potentiel et qu'on n'exploite pas son potentiel, finalement on se condamne soi-même et on se punit soi-même. Donc à un moment donné, on s'assoit et on se dit, moi je sais que j'ai le potentiel et il me faut exploiter ce potentiel là. À quel moment toi dans ta vie ce moment là est arrivé?
un moment où tu as pris conscience que Sekouba Touré est différent. Et il doit montrer qu'il est différent. Alors, je dirais pour moi, les études ont toujours occupé une place essentielle dans ma vie. Et cela depuis très tôt. Je me souviens encore pendant les vacances scolaires durant mon enfance. Et lorsque les autres enfants du quartier étaient là en train de jouer, je me retrouvais avec mon frère devant mon père en train de faire des devoirs de lecture ou de mathématiques. Il était très très strict sur ça. Et ma mère de son côté, elle s'assurait à ce que les volontés de mon père soient respectées. Donc dans ce contexte, ils nous ont montré qu'une seule voie, c'est la voie du travail et la voie de l'école. Bon, bien que les efforts des parents soient importants, comme tu l'as mentionné, il arrive toujours un moment dans la vie de l'homme où l'on prend conscience de ses propres responsabilités. Et pour moi, cela arrive en 2009. C'était juste après les épreuves du BEPC. J'étais à Conakry lorsque j'apprends que mon cousin s'était classé premier de la République en sciences mathématiques au baccalauréat. Bon, tu sais, ce genre d'exploit, tu l'entends à la radio, tu le vois à la télé, mais ça paraît toujours loin. Mais lorsque cela arrive à une personne que tu connais, une personne que tu côtoies, ça devient réel, ça devient tangible. Après, j'apprends aussi qu'il partait au Maroc pour suivre ses études avec une bourse de l'État. Bon, personnellement, jusque-là, je faisais des efforts à l'école. C'était pour rendre mes parents fiers. Et naturellement, avec les petits cadeaux et bonbons qui viennent avec. Mais à partir de ce moment, un autre monde s'est ouvert devant moi. Je n'étais plus la même personne. Et je me suis dit, à partir de là, il faut que je parte au Maroc. C'était mon vrai moment de déclic. Tu sais, moi, pour la petite anecdote, c'est Kimoko qui m'a beaucoup plus inspiré. Tu sais pourquoi? Ouais. Un jour, comme j'étais à Stéphane comme lui, je ne le connaissais pas personnellement. Okay. Je le connaissais un peu de vue, parce que moi j'ai été à Stéphane en 12e année, et vous étiez là-bas à ce moment-là en terminale. Ouais. Donc, on vous voyait à travers les petites fenêtres parfois quand on venait jeter un coup d'œil dans les classes de terminale, parce qu'on savait que c'était vous qui étiez à ce moment-là les soldats qui allaient représenter l'école. Ouais. Donc, après, à la fin d'année, j'ai appris que Kimoko, il a eu la bourse. Ouais. Et j'étais vraiment émerveillé. Mais le plus important, en tout cas, ce qui m'a le plus impacté, c'est quand je suis tombé sur l'une de ses copies de chimie. Ouais. Une fois, je suis tombé sur une de ses copies, je crois à la direction de M. Antoine. Ouais. Il avait eu 15 en chimie à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit donc, Kimoko a même eu des 15 à un moment donné. Pourtant, il a fini boursier. Ouais. Donc, je me suis dit que même si aujourd'hui, moi aussi, en ce début d'année-là, moi aussi, j'ai des notes légèrement pas assez honorables que ça, c'est que je peux me rattraper, je peux me mettre au niveau pour être parmi les boursiers. Ouais. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Effectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord quand... c'est comme les accidents finalement. Ouais. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça arrive à un de nos proches, c'est là qu'on réalise que ça arrive à tout le monde. C'est réel, donc, c'est tangible, félicitations encore une fois à ton cousin. Et bien sûr, comme on va en venir, je sais que tu as aussi relevé la fierté de la famille. Alors, être intelligent, ça peut arriver à tout le monde. Il y a pas mal de personnes qui se sont succédées dans les classes inférieures, première année, deuxième année, lycée, premier de la classe, deuxième de la classe. Jusqu'à même les gens disent souvent que le premier de la classe n'est pas le premier de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement ont le potentiel d'être premier de la classe. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut être premier de la classe. Premier de la classe de façon standard. Premier de la République en sciences mathématiques. Et partir dans un pays étranger comme la Turquie, être premier là-bas aussi, et venir en France et continuer sur la même lancée. Tu as réalisé cet exploit-là. Donc, c'est pas anodin et je suis absolument sûr que derrière, il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Donc, la question, c'est à quel moment tu as su que tu avais les épaules assez solides pour ce genre de défi? Merci déjà pour la question. Alors, je ne pense pas qu'on se réveille un beau matin et que l'on s'est dit qu'on est capable de tel ou tel exploit.
Je crois plutôt que c'est une succession de petites victoires qui, peu à peu, forgent la conviction qu'on peut aller très loin. Donc personnellement, à chaque fois que je me fixais un objectif et que j'arrivais à le dépasser, je me disais alors que le prochain était possible, le prochain était capable. Mais ce qui m'a encore donné plus de force, plus de courage pour continuer dans mes objectifs et continuer dans les différents défis que je me lançais, c'était le jour où j'ai compris que mes résultats scolaires ne comptaient pas que pour moi. Elles comptaient énormément aussi pour ma famille. Elle avait placé en moi un espoir. Elle avait placé en moi une attente. Et face à ce genre de responsabilité, il est compliqué de donner une chance à l'échec. Donc c'était plus une question de niveau ou de résultats personnels. C'était devenu une vraie responsabilité. Donc qu'il s'agit d'être premier de la classe, qu'il s'agit d'être premier de la République ou d'aller majorer à l'extérieur, je ne pouvais plus me permettre d'échouer parce que c'était devenu une vraie responsabilité. Donc le défi, je l'embrasse. Le défi, je me le lance. À tout moment, à tout instant, je me dis que je peux encore faire mieux. Et je suis ce genre de personne qui essaye de ne pas se satisfaire des petites récompenses qu'il gagne. À chaque fois que je gagne un truc, je me dis je peux aller loin, je peux aller encore loin. Donc c'est vraiment ça. J'ai pas réalisé un beau matin que j'étais capable de cela. C'est juste une succession de victoires, comme je l'ai dit, qui me permettent d'aller encore loin chaque jour. D'accord. En 2013, tu quittes l'une des meilleures écoles, l'un des meilleurs lycées de la République de Guinée, Stéphane Emmaüs de Kindia. C'est l'école qui garantissait la bourse pour tous les bons élèves, je précise bien les très bons élèves. Voilà, parce que ça bossait dur, la rigueur, l'encadrement, il y avait tous les ingrédients réunis dans cette école pour que ceux qui veulent réussir, en tout cas ceux qui avaient le niveau, fassent l'exploit au baccalauréat. Mais contre toute attente, toi qui tu quittes cette école, tu vas à Conakry dans une école qui à l'époque n'était pas forcément reconnue pour ses exploits au baccalauréat. Pourquoi cette décision qui a surpris pratiquement tout le monde à Kindia, y compris moi personnellement? Effectivement, j'ai fait une partie de ma scolarité à Kindia, comme tu l'as mentionné, au lycée Emmaüs Stéphane. C'était une école exceptionnelle, dotée d'un corps professoral magnifique, d'un encadrement basé sur l'excellence et la rigueur. Par ailleurs, j'envoie mes pensées les plus chaleureuses au feu proviseur Antoine Kamano, qui était le noyau du lycée Emmaüs à l'époque. C'est un homme d'une intégrité inébranlable et d'une humanité exceptionnelle. Je ne saurais compter le nombre de fois où il a été présent pour moi, sincèrement. Le système éducatif de Kindia et par extension celui de la Guinée a connu une vraie perte avec sa disparition. Je prie Dieu que son âme repose en paix. Cependant, mon départ de Kindia n'a rien à voir avec la qualité d'enseignement du lycée Emmaüs. Tu sais, en 2012, j'ai pas réussi à faire le baccalauréat. Donc c'était un événement qui avait fait beaucoup de bruit dans la ville de Kindia. Partout où je passais, je me sentais montré du doigt par les amis, les parents, la famille et les parents de certains amis. Il était devenu compliqué et difficile pour moi de me concentrer uniquement sur mes études. J'ai compris qu'il me fallait un nouveau départ. J'ai compris qu'il me fallait un environnement neutre dans lequel je pouvais m'épanouir et me concentrer sur les études sans subir le poids des regards de mon environnement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter Kindia et de partir à Conakry. Et le choix de Gandhi n'est rien de hasard. À l'époque, le fondateur avait entamé une restructuration profonde de l'école en amenant des professeurs de qualité. Je pense notamment à M. Antonio en physique, Expo en mathématiques, on a Kandia Ismo en chimie ou M. Marco en économie.
ils faisaient partie des meilleurs professeurs de la Guinée. Donc je voulais donc découvrir leur méthode, découvrir leur technique, et je voulais donc m'imprégner dans cette culture d'excellence. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Kindia, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Gandhi. Alors, je ne vais pas enchaîner sans aussi, moi, envoyer mes prières à la famille de feu M. Antoine Kamano, parce que c'est un homme qui a fait beaucoup de choses pour moi, à l'absence des regards. Donc, je me souviens qu'à un moment donné, mon grand frère avait voyagé à Sigiri quelque part là-bas. Il n'avait pas de réseau. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait payer les scolarités à l'avance. Je pensais qu'il fallait consommer d'abord, parce que c'était ma première année dans une école privée. Il fallait consommer d'abord et ensuite payer. Mais je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse erreur, parce qu'avant que mon frère il ne parte, il m'avait fait signe. Est-ce que tu veux que je t'envoie maintenant? Je lui ai dit non, c'est pas maintenant, c'est après. Il me fallait attendre un mois avant de recevoir un coup de fil de mon grand frère. Et le monsieur là monsieur Esaïe, je crois c'est lui, qui passait pour récupérer l'argent, il est venu. Et je suis passé dans la direction. J'ai dit que moi, je ne peux ni maintenant, ni la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois. Donc j'ai expliqué ma situation. Et le proviseur avait accepté que je continue de suivre les cours comme si de rien n'était. Et ce n'est pas la seule chose, le seul bien qu'il a fait pour moi. Et à la fin d'année, j'ai dit que je ne pouvais pas suivre l'internat. Voilà, je n'avais pas les moyens pour ça et je n'allais pas demander à mes parents de faire ça. Déjà, me mettre à l'école privée, pour moi, c'était vraiment un grand sacrifice. Et demander encore qu'il paye quelque chose pour l'internat, je ne pouvais pas me permettre. Monsieur Antoine, il a dit que tu ne vas pas payer l'internat, mais si tu t'absentes au cours d'internat, où que tu te caches à Kindia, je vais aller te chercher et je te ramène. Donc ça m'a vraiment choqué. Non, l'humanité du monsieur. J'ai suivi l'internat. Personne ne savait que je ne payais pas, pourtant je n'ai rien payé. Personne ne m'a rien demandé du tout. Donc, mais pensez également à sa famille et je prie le bon Dieu qu'il lui pardonne ses péchés. Alors, la question là, ça va revenir à remuer alors le couteau dans la plaie. C'est que en 2013, justement, il était pressenti comme le premier de la République dans tout Kindia. Je me rappelle que un jour, il y avait un ami qui faisait sciences sociales dans le quartier qui est venu en causer. Il dit que Sekouba Touré, qui c'est un savant, qu'il est passé dans notre école, il a dit des mots en français que même le prof de français il ne connaissait pas. Il me dit: monsieur, excusez-moi de vous déramboliser de vos paraguanes. Je lui ai dit: mais ça veut dire quoi, paraguane? Ça veut dire quoi, déramboliser? Il dit: non, mais que c'est des français que personne ne connaissait. Je lui ai dit: moi j'ai ouvert mon dictionnaire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai dit: mais ça c'est pas du français ça. Il s'est moqué de toi et puis tu n'as pas réalisé que c'était même pas du français ce qu'il disait. Il dit: non, mais c'est Sekouba Touré. Donc c'est pour dire que ton aura était sur tout Kindia. Être intelligent c'est une chose, mais être reconnu par toute une ville à ce point-là, franchement, c'est que les gens ont déjà du respect pour ton nom. Donc, dire Sekouba Touré, c'est que quelque part, ça symbolise déjà l'excellence. On savait que nous qui passions pour la terminale, on savait que le défi était vraiment très grand, mais pas pour toi. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on pensait. Mais contre toute attente, tu n'as pas fait le bac cette année-là, en 2012, avec les Djemoko. Et on a entendu que tu es passé par Conakry, même si tu as expliqué un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'a poussé à partir à Conakry. Mais quand même, j'aimerais bien savoir pourquoi en 2012, tu as décidé de ne pas passer le bac. Malgré que tu étais censé, en tout cas dans l'imaginaire collectif, tu étais censé être le premier de la République. Alors, je sais que cette idée est devenue très populaire en Guinée. Que c'est aujourd'hui perçu comme étant une méthode efficace par de nombreux élèves en terminale. Ils se disent je passe 2 années en terminale, j'ai plus de temps pour me préparer et comme ça j'ai plus de chances d'être lauréat. Beaucoup d'entre eux y croient, d'autant plus qu'ils se disent que Sekouba Touré l'aurait fait. Donc du coup c'est logique, c'est normal. Et malheureusement, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Parce que lorsqu'on arrive à se convaincre qu'on a 2 ans pour se préparer au baccalauréat, on perd peu à peu la rigueur nécessaire pour le travail. Et on se voit surpris au dernier moment, à l'approche des épreuves. Pour moi, il n'a jamais été question de refaire 2 fois la terminale pour suivre cette logique. Au contraire, tu viens de le mentionner,
J'avais toutes les chances à la première année d'être lauréat, à l'image de certains amis qui étaient eux classés derrière moi en classe, mais qui ont eu la chance d'être lauréat. La vraie raison pourquoi j'ai pas fait le baccalauréat en 2012, c'était un problème de santé. Juste avant la rentrée scolaire en septembre, je suis tombé gravement malade. Et cette maladie m'a suivi jusqu'au mois de mars. Ça m'a perturbé, ça m'a vraiment fatigué. C'était la fièvre typhoïde doublée d'un paludisme chronique. Si ce n'était pas l'aide précieuse du proviseur Antoine Kamano, de mes parents et des parents même de certains amis, je n'allais peut-être pas m'en sortir. J'étais à l'étape 2 sur 3 de la maladie. Donc j'ai raté de peu une vraie tragédie. Donc cette épreuve m'a vraiment perturbé. Ça m'a coûté 6 mois de cours. Mes amis de l'école sont témoins, je ne partais pas. Même si je partais en classe, c'était pour 1 heure. Après, je ne pouvais plus, j'ai retourné à la maison. Donc ça m'a vraiment perturbé pendant 6 mois de l'année scolaire sur 9. Mais malgré cela, j'avais quand même gardé la volonté d'aller au baccalauréat. Mais malheureusement, à quelques jours du bac blanc, j'ai fait une rechute. Et c'est là-bas que je me suis dit, ce n'est peut-être pas mon année. Donc j'ai perdu mon élan, j'ai perdu ma motivation. Et contraint par les circonstances, j'ai donc décidé d'abandonner et d'attendre l'année suivante. Donc voilà pourquoi, malheureusement, je n'ai pas pu faire le baccalauréat en 2012, malgré ce que je crois beaucoup disent aujourd'hui. Mais voilà, c'est la vraie raison. Alors, plusieurs personnes comme moi te présentons nos excuses déjà parce qu'on avait nos théories dans nos têtes. Donc, moi, j'étais plutôt dans l'incompréhension. Voilà, pas dans le doute, mais dans l'incompréhension. Parce que quand quelqu'un qui doute de lui fait ça, on peut se dire, peut-être parce qu'il veut avoir la bourse. Mais pour toi, lauréat, la bourse était garantie. Peut-être, je ne sais pas, la première place à cette année-là, si tu doutais de toi-même. Parce que nous, on savait que c'était ça. Voilà. Tout le monde savait que pour toi, c'était... La deuxième place, c'était vraiment si tu faisais des conneries. Sinon, tout le monde se disait que c'était la première place. Donc, mais toutes ces choses-là, effectivement, on ne savait pas. Alors, moi... Aussi, j'ai subi à peu près le même sort, sauf que pour moi, c'est arrivé à quelques jours ou même quelques semaines du bac. On m'a arraché 2 dents le samedi et le lundi, c'était le début du bac. Je me souviens que quand je suis arrivé, il y a des amis de Stéphane qui avaient pleuré. Ils ont cru que c'était foutu pour moi. Tu vois, donc j'avais comme ça la bourse. Et même moi, j'étais soulagé parce que la douleur n'était plus là. Il y avait ma bouche qui était enflée, mais malheureusement, ça a été arraché de façon traditionnelle, comme tu le sais déjà. Donc, mais heureusement pour moi, ça ne m'a pas autant impacté parce que surtout, c'était à une période où les préparatifs étaient pratiquement finis. Donc, j'ai pu m'en sortir et j'ai pu suivre le bac. Alors, je sais que tu voulais être premier de la République, même si tu ne l'avoues pas. C'était un rêve pour toi. C'était un rêve pour nous tous. Mais je sais que pour toi, quelque part, en tout cas, on avait l'impression qu'il y avait peut-être une obsession des gens que tu sois premier. C'était ça, en fait, qu'on sentait en tout cas. Voilà. Parce que nous qui étions en 12e année, tout le monde parlait de ça. Donc, je me dis que peut-être que toi-même aussi, tu montrais que c'était ça ton rêve. Donc, pourquoi cette obsession, soit de toi-même ou des gens qui t'entouraient finalement autour de la première place? Surtout quand on sait qu'à l'époque, tous les boursiers guinéens étaient envoyés au Maroc. Donc, finalement, que tu sois premier ou deuxième ou troisième, à la preuve, on a été tous les 3 orientés en classe préparatoire au Maroc. Il n'y avait pas une grande... bon, bien sûr, l'honneur est là, mais après, derrière, on avait à peu près les mêmes avantages finalement en tant que boursier. Donc, pourquoi cette obsession pour la première place? Alors, je crois que cela retrace un peu de mon ambition depuis 2009. Je voulais suivre les traces de mon cousin parce qu'il m'a inspiré. Donc je voulais vraiment faire comme lui. Ça n'a vraiment jamais été une comparaison avec qui que ce soit. Si tu veux, c'était un défi pour moi-même. Je voulais me prouver personnellement
que j'étais aussi capable de faire ce genre d'exploit. Si tu veux, c'est dans l'idée de se dire qu'il faut toujours viser les étoiles. Si on les rate, au moins on aura la Lune. Donc c'est dans la même philosophie, j'étais. Il faut viser la première place. À défaut, au moins je suis rassuré d'être parmi les lauréats. Donc c'était pas, d'une part, c'était pas une obsession en soi. Je voulais suivre les traces de mon cousin, parce que j'ai été inspiré par lui. Mais d'autre part, c'est parce que je voulais m'assurer que, en visant cette place, je serai au moins parmi les lauréats. Donc c'est la vraie raison. C'est dans la place de premier. Voilà quoi, si ça vient, ça vient. L'essentiel c'est de travailler. L'essentiel c'est de mettre l'effort, d'être rigoureux et d'être vraiment constant dans le travail. Et s'assurer que la compréhension des notions enseignées soit bien assimilée. Quand tu pars au baccalauréat, tu t'assures que tu réponds à toutes les questions de la manière la plus exacte possible. Et le classement, ça viendra quoi. Pour ton information, nous tous on voulait être premier de la République. Voilà. J'imagine bien. La seule différence, c'est que moi, personnellement, par exemple, mes parents étaient au village. Ah ouais. Ils ne savaient même pas ce que représentait un stylo pour un élève. Ouais. C'est quoi la différence entre crayon et stylo à l'école. Ouais. Donc, dans mon entourage, il n'y avait pratiquement personne qui savait que j'avais le potentiel d'être même boursier. Ils ne savaient même pas c'est quoi être boursier. Donc, toute la pression et tout ce qui était là finalement comme préparation, que ce soit psychologique ou motivation, je tirais ça de moi-même. Parfait. Je n'avais pas un modèle quelque part, ni de loin ni de près, qui avait fait l'espoir d'être premier ou deuxième ou même être lauréat. Voilà, je connaissais des gens qui avaient continué à l'université, mais dire que cette personne-là vient de ma ville ou bien mon village, et je connais personnellement la personne, elle est arrivée à ce niveau-là. Non, je n'en avais pas. Donc, disons, j'étais chanceux alors. Voilà. Non, c'est pas toi qui étais chanceux. Tu as bien mérité, mais je te dis juste que nous, on n'avait pas la pression et voilà, l'attente surdimensionnée des gens pour dire qu'il faut que tu sois premier. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, l'intelligence, généralement, à l'école, très souvent, il y en a beaucoup qui arrivent quand même à se hisser tout en haut du classement. Des premières années jusqu'en terminale, il y a souvent des changements, mais généralement, quand même, il y a des gens qui gardent la cadence. Si je me souviens de pas mal d'amis qui avaient été des premiers à un moment donné, mais qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas pu même terminer leurs études. Voilà. Donc, mais être premier, ensuite être premier au lycée d'abord, bon, on va commencer par le collège parce que l'école primaire c'est pas assez important que ça, mais au collège, au lycée et continuer comme ça jusqu'à dans un pays étranger, c'est quand même, on peut pas dire que tout ça c'est vraiment parce que tu travailles plus que les autres, parce que moi je te connais personnellement pas, mais je sais que en termes de discipline du travail, de l'effort, ça va être compliqué que tu arrives à me convaincre que tu es plus discipliné et tu travailles plus que moi. Donc je me dis que quelque part, il y a quelque chose de naturel aussi derrière. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tout ça là, c'est aussi accompagné d'un don naturel, une intelligence, une facilité à comprendre les choses? J'ai étudié avec un Camerounais qui répondait clairement à cette théorie-là. Il ne travaille pas plus que moi, il ne travaille pas plus que les autres amis de la classe, mais il était intouchable, en tout cas à l'EMI. Voilà, il a toujours, de ce qu'on a compris, en tout cas, il a toujours été comme ça. Tous les profs disaient que ils ne se souvenaient pas de la dernière fois qu'ils ont eu un élève comme lui, un étudiant comme lui. Donc, il y a des gens, c'est naturel. J'envoie aussi une pensée à mon cher ami burkinabé, celui qui a majoré toute la promo à l'EMI. Lui aussi, je le classe justement dans cette catégorie de personnes surdouées pour moi, et tu es justement la troisième personne. Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu appartiens à cette catégorie de gens qui travaillent finalement plus que les autres ou moins que les autres, va quand même se retrouver devant les autres? Alors, dans notre groupe au lycée, il y avait les Kiemoko, les Téliko, les Youssouf et consorts. Ils avaient toujours cette théorie, ils avaient toujours cette idée ou ce slogan qu'ils répétaient tout le temps en disant que Sékou Touré, il ne travaille pas assez dur, mais il arrive toujours à être devant nous. Il ne comprenait pas comment c'était possible.
Ils essayaient de suivre mon rythme, ça ne va pas. Ils essayaient de me faire suivre leur rythme afin de travailler ensemble, réviser ensemble, de s'assurer qu'on a vu tout le programme ensemble. Mais bizarrement, pendant les épreuves, il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence dans la qualité de la copie, dans la qualité du raisonnement. Il y a toujours une petite différence. Alors, je ne vais pas nier la facilité que représente un certain don de compréhension, surtout quand il s'agit d'assimiler en profondeur les notions scientifiques. Personnellement, j'avais la facilité d'anticiper les démarches des professeurs afin de comprendre en profondeur les notions qui sont abordées. J'avais aussi cette capacité de visualiser le concept scientifique, que ce soit un phénomène physique, que ce soit en chimie, des fois en mathématiques. J'avais cette facilité de mieux représenter dans ma tête, de mieux voir un peu comment les choses interagissent. Et cela me permettait donc d'assimiler ces notions avec aisance. J'ai été toujours comme ça, depuis l'enfance. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas besoin de fournir assez d'efforts pour comprendre une notion lorsqu'on m'explique ou lorsqu'on me l'enseigne. Cependant, dire là que c'est une intelligence exceptionnelle, je laisse le jugement aux gens, au public, mais je crois formellement que chacun d'entre nous a un potentiel interne qu'il faut savoir exploiter. Ça peut ne pas être une compréhension facile, ça peut être quelque part d'autre. Il faut juste le trouver et savoir l'exploiter. Donc je crois que chacun de nous a cette capacité, et ce qui a aussi peut-être fait la différence dans mon cas, c'était surtout la régularité dans l'effort. Je m'assurais à ce que je ne fasse pas une semaine, 2 semaines, si ce n'était pas les vacances scolaires, je m'assurais à ce que les efforts que je fournissais, lecture, révision, que ça soit constant. Même si la charge de travail ou la concentration n'était pas aussi que ça, parce que j'arrivais à comprendre facilement, mais je m'assurais quand même que je ne prenne pas trop de temps de repos, et j'arrivais quand même à suivre cette régularité dans le travail. Donc je crois que c'est surtout ça, et c'est un honneur que tu penses que je fasse partie de ce groupe de personnes dont tu classes exceptionnellement intelligent. C'est un honneur, mais j'avoue quand même, oui, j'ai une facilité de compréhension quand il s'agit des notions scientifiques ou des notions scolaires. Alors ça, tu as dit quelque chose que moi, qui m'a fait tout de suite comprendre pourquoi tu as aussi majouré en Turquie. C'est cette capacité à visualiser. Pourquoi ? Les études en Guinée, c'est majoritairement théorique. Donc si toi, tu arrives à représenter dans ta tête, c'est comme si tu vivais finalement l'expérience sans forcément faire ça physiquement. Et donc ça fait toute la différence, parce que arriver dans les autres pays, étant donné que tu avais l'habitude déjà de mettre ton cerveau dans ce défi-là, donc tu pratiques finalement ce à quoi tu avais habitué ton cerveau. Donc ça devient finalement une pratique, mais que tu avais déjà l'habitude de faire théoriquement, mais dans ta tête. Donc, je me rappelle quand j'étais en 12e année, il y avait le chapitre d'optique en physique. Alors j'étais à la maison, dans ma chambre, je travaillais. Je me rappelle bien, c'était un exercice où on voulait voir la combinaison entre les lentilles dans l'œil. Devant l'œil, on mettait des lunettes, qui étaient aussi des lentilles, donc avec des divergences, avec des points focaux et tout ce qui valait. Et cette personne regardait dans une loupe. Donc on a une succession de 3 niveaux qui étaient là. Je voulais donc imaginer ce phénomène. J'ai fermé les yeux. Dans la chambre, c'était pas suffisant. C'est trop encombré. Je suis sorti à la terrasse. Et j'étais là, les yeux fermés, en train de marcher le long de la terrasse. De l'autre côté, il y avait ma mère qui était dans la cuisine, en train de cuisiner. Elle me voit en train de faire des gestes, les yeux fermés, en train de parler moi-même. Elle est sortie pour aller appeler. M. Barry est venu, m'a trouvé en train de faire ça. Tout cela s'était passé sans que je me rende compte. Elle est sortie, elle a appelé M. Barry. M. Barry est venu, M. Barry m'a tapé. Il dit, c'est quoi? Oui. Ça va? Oui. Est-ce que tu vas bien? J'ai répondu, oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Il dit,
C'est là-bas que j'ai compris que ça faisait longtemps que j'étais dans l'imagination et que je m'étais perdu dedans. Donc ouais, donc facilement, je faisais ça. Et des fois, ça faisait peur à ma mère que peut-être je suis devenu fou ou un truc comme ça, mais voilà quoi. J'avais vraiment cette capacité à visualiser. Ouais. Moi, je ne visualisais pas de cette façon-là, mais je traitais aussi les exercices dans ma tête. Il m'est arrivé une fois, je partais pour puiser de l'eau et je suis parti. Au moment où je suis arrivé pour puiser de l'eau, j'ai puisé de l'eau, mais il n'y avait pas le seau avec moi. Parce que j'étais venu et j'avais laissé le seau là-bas. Donc, je sais que les gens disaient aussi que je vais devenir fou. Mais pour moi, c'était surtout basé sur le cours. C'était pas forcément aller dans l'expérience, dans la pratique, mais surtout les exercices que je fais et les exercices qui m'ont fatigué. C'est quoi la solution? Pourquoi je n'ai pas pu le faire? J'ai dit une fois que j'ai rêvé du sujet et le sujet est venu je crois que c'était le bac blanc. Et quand je l'ai dit, les gens ne m'avaient pas cru. Mais ça m'arrivait vraiment de rêver de certaines choses. Et quand je me réveille, j'applique la méthode que j'ai vue dans mon rêve, ça marchait. Tu vois? Donc, pour moi, c'était beaucoup plus théorique et basé sur tout ce qui tourne autour du programme qu'au-delà. Donc, je vois là toute la différence entre toi et moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup galéré au Maroc parce qu'il a fallu que moi je change finalement ma méthode de travail pour m'en sortir. Et quel est le pire classement que tu as eu durant tout ton parcours? Alors, le pire classement que j'ai eu, je crois que c'était au premier semestre, en 11e année. Je m'étais classé 2e. Même si j'ai réussi à inverser la tendance avec la note annuelle au second semestre, j'ai écrasé. Mais oui, je crois que c'était mon pire classement. Alors, personnellement, le classement, je dirais pas que c'était pas important, mais c'était pas ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas le classement que tu as à un instant donné, mais plutôt la trajectoire que tu traces. Tu peux être premier de ta classe avec 14 de moins, quelqu'un d'autre ailleurs est 4e de sa classe avec 16 de moins, le même niveau, il te massacre, il te mange cru. Ce n'est pas le même niveau de compréhension. Donc, je préfère être 3e avec 16 de moins que premier avec 14 de moins. Un premier avec 14 de moins veut simplement dire que tu es dans une classe où le niveau n'est pas aussi élevé. Donc pour moi, le classement à un instant donné n'a jamais été ma priorité. Je m'assurais à ce que d'année en année, ma moyenne allait de l'avant. Donc si j'avais 14 de moins cette année, l'année prochaine, je m'assurais d'au moins avoir 14, mais je cherchais 15 et l'année d'après, je cherchais 16. Donc je cherchais à ce que la trajectoire soit croissante pour garder cette constance-là. Ce qui m'a permis d'aller jusqu'au baccalauréat avec presque 18 de moins. Mais voilà, c'est vraiment cette croissance-là, cette constance-là que j'ai cherché. Et voilà quoi. Donc le classement à un instant donné, je pense que la trajectoire est beaucoup plus importante. Alors moi, à l'école primaire, j'ai été 6e une fois. Mais ça, c'était parce que le prof, il n'aimait pas du tout ma tête. Je vais l'avouer, il n'aimait pas du tout ma tête. Oui. Voilà, il avait des problèmes parce que mon oncle était directeur de notre école et le prof, tous les profs avaient pratiquement des problèmes avec lui. Il était très nerveux. Donc le prof, il a voulu me punir pour ça. Je me suis retrouvé à la 6e place. Mais ce qui est plus important, pour moi, c'était pas forcément la note. Je crois que ma démarche, c'était plutôt pas dans la classe. Qui est-ce qui me dépasse et pourquoi? C'est cette question-là qui taraudait dans ma tête. Et si je suis premier, est-ce que je peux être aussi premier? Bon, c'est là que moi je faisais finalement le rapport avec les autres. Est-ce que je peux être aussi premier d'une grande ville par exemple, et ainsi de suite. Et donc, quand j'étais premier, qui était mon premier objectif, le deuxième objectif, c'était finalement de voir le programme. Est-ce que je suis aujourd'hui au top en termes de programme? Et donc, je me retrouvais souvent avec Siam, tous les livres que les autres utilisent dans les grandes villes, même si j'étais au village. Mais je travaillais beaucoup avec ça. J'avais un prof qui s'assurait que j'ai les livres qu'il faut pour travailler sur le programme comme ça. Et donc, j'étais toujours au niveau. Ce qui a fait que quand je suis arrivé à Kindia, les gens étaient étonnés. Je venais d'un petit village, d'une sous-préfecture de Kouroussa. Et il y avait même pas, on n'a pas suivi de physique de la 7e année jusqu'en 9e année. C'est en 12e année que moi j'ai commencé à suivre la physique. Mais les gens ils ne croyaient pas. Quand je disais ça, ils pensaient que je mentais, mais c'était la vérité. Tu vois. Donc, parce que finalement, moi, qu'il y ait un prof pour la matière ou pas, mon prof de chimie du collège s'assurait que je sache en tout cas quelques notions sur la chose. Et je lisais aussi beaucoup. Donc,
Il n'y a pas d'excuse. Moi, je n'ai pas été 3e de la République parce que je n'avais pas suivi la physique au collège. Non. J'ai vraiment pu rattraper mon retard. Parfait. Franchement, déjà, comme tu as pu remarquer, moi, c'est surtout français, économie qui m'ont beaucoup tapé. Voilà, donc c'est dans les matières où j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc, je vois finalement qu'on a quand même quelques similitudes en termes de démarches qu'on avait. Toi, tu ne voyais pas forcément le classement, alors que moi, c'était la priorité d'abord. Et ensuite, venait maintenant le niveau par rapport au programme. Est-ce que je suis capable de traiter les problèmes les plus difficiles de Siam? Quand j'étais capable de ça, alors j'étais satisfait, même si j'étais premier avec plus ou moins la même note que mes amis, mais surtout mon niveau par rapport au programme. Est-ce que toi aussi, tu ressentais à un moment donné le stress? Oui, évidemment. Naturellement, le stress, il est humain. Je me rappelle quand j'étais arrivé aux épreuves du baccalauréat, le premier jour, j'étais vraiment stressé. Lorsqu'on m'a remis ma copie pour les épreuves d'anglais, je pense qu'on a commencé par l'anglais, j'ai fait environ 20 minutes devant la copie. Je n'ai pu rien écrire parce que j'étais vraiment stressé. Et la cause du stress, c'était que je me disais, tu as passé toute l'année à travailler. Ta famille t'attend. Tes amis t'attendent. Il y a beaucoup d'espoir sur toi. Beaucoup d'attentes de ces épreuves-là. Il est temps de montrer ce que tu as appris. Il est temps de montrer le résultat des efforts que tu as fournis. Donc j'avoue que ça m'a un peu stressé. Mais au-delà de ça, généralement, à l'école, à l'approche des épreuves de composition, je ne stressais pas. Pourquoi? Parce que je crois que la raison principale du stress chez les élèves, ça vient du fait qu'ils se disent qu'il y aurait une partie du programme qu'ils n'ont pas maîtrisé et qui tomberait aux épreuves. Donc ça faisait qu'ils stressaient de ouf. Ils ne savaient pas d'où viendrait le sujet, d'où viendraient les questions. Et personnellement, comme je l'ai dit, je m'assurais que dans le programme, dans les éléments enseignés par le professeur, qu'il n'y ait pas un coin que je n'ai pas maîtrisé. Donc, il fallait que je maîtrise le programme en entier. J'avais cette obsession pour la compréhension, cette obsession pour l'apprentissage. Donc du coup, je venais aux épreuves, je savais que j'étais prêt. Peu importe d'où venait le sujet. En tout cas, si c'est dans le programme enseigné, les éléments que le prof a touchés, je m'assurais que j'ai compris. Donc du coup, je venais aux épreuves tranquille, je ne stressais pas. Donc, si tu veux, la peur du stress, je l'ai transformée en force pour mieux me préparer et mieux anticiper les épreuves pour ne pas avoir à subir cela. Sinon, le stress est naturel, donc ça peut venir de différentes raisons, de différentes origines. Voilà. Mais le seul vrai moment de stress que j'ai eu, c'était vraiment aux épreuves de baccalauréat, le premier jour. En 2011 ou 2012, je ne me souviens plus, l'État guinéen a construit le lycée d'excellence. Et ils ont recruté les meilleurs élèves du Conakry. Je ne vais pas dire de la République, parce que c'est ce que ceux qui ont fréquenté l'excellence disent souvent, les meilleurs de la République, mais c'est faux. Ce n'étaient pas les meilleurs de la République, mais les meilleurs du Conakry. Voilà, ils les ont regroupés dans ce lycée-là pour les accompagner. Apparemment, ils étaient internés, ils étaient suivis de près. Donc, les Maximes sont passés par là, je crois, les Martin, les Odia et ainsi de suite. Et même la fille que j'ai eue récemment, Sayoun Kondé, elle était passée par là. Mais toi, tu étais à Conakry cette année-là, en 2013. Tu n'as pas intégré cette école. Est-ce que tu as eu peur des autres? Tu voulais pas qu'ils te massacrent à l'école là-bas, ou bien tu voulais juste rester discret? Mais non, au contraire, j'avais pas peur, au contraire. Et d'ailleurs, j'ai un grand respect pour les camarades du lycée d'excellence. Je crois que le projet du lycée d'excellence est un très très bon projet. Était voilà. Un très bon projet. Merci. Du coup, cependant, je n'ai pas été au lycée d'excellence parce que je n'avais pas d'informations sur le lycée d'excellence à l'époque. Au moment où je quittais Kindia pour aller à Conakry, je n'avais pas assez d'informations. C'était en 2012. Et l'école venait à peine d'être créée. Nous étions à Kindia. Les infos du Conakry, on n'avait forcément pas tout cela. Mais je pense que
si j'étais au courant de cela, probablement je n'allais pas y être. Parce que je crois que peu importe l'école, peu importe la ville ou la région, l'excellence vient d'abord de l'intérieur. Si l'élève est motivé, l'élève est engagé, il peut vraiment faire des exploits. D'ailleurs, le lycée d'excellence, les élèves du lycée d'excellence ne sont pas excellents parce qu'ils sont au lycée d'excellence, mais ils sont au lycée d'excellence parce qu'ils ont été excellents. Donc c'est leur exploit ailleurs qui leur a permis d'être au lycée d'excellence. Et cela se confirme déjà au baccalauréat en 2013. Le premier de lycée d'excellence ne s'est classé que 7e. Et quand on regarde les années qui ont suivi, il est rare de voir un premier de la République qui vient du lycée d'excellence, avec tout le respect que j'ai pour le lycée d'excellence. Donc je crois que l'excellence vient de l'intérieur, de la personne. Peu importe où tu es, si tu es motivé, tu es engagé et tu es déterminé, tu peux vraiment aller très loin. Et parlant de la concurrence, non, je n'ai jamais peur de la concurrence. Et je crois que la concurrence, il faut l'embrasser. Parce que c'est un moyen sûr de mesurer ton niveau et d'essayer d'améliorer afin d'aller de l'avant. Et cependant, moi, pendant que je faisais le baccalauréat du coup, en terminale à Conakry, j'avais une concurrence, une vraie concurrence. Mais ce n'était pas une personne, un élève proprement dit. C'était, si tu veux, une concurrence virtuelle. Je me disais que en Guinée, nous avions 33 préfectures. Je me disais que dans chacune de ces préfectures, il y a un élève qui a tous les moyens nécessaires qu'il lui faut financièrement pour s'acheter des livres, acheter des groupes électrogènes au cas où il n'y a pas de courant, déplacer tous les profs qu'il veut afin d'avoir tout ce qu'il voulait pour réussir. C'était un élève qui avait une intelligence extraordinaire. Et surtout, c'était un élève motivé, engagé et qui est prêt à tout donner, des nuits blanches ou quoi que ce soit, pour être premier de la République. Je me disais que s'il y avait ça dans chacune des préfectures de la Guinée, il est possible que moi, je ne sois même pas parmi les lauréats. Parce que souvent, on prenait les 25, les 30 premiers. Donc, il est possible que je rate même être lauréat. Donc ça, la pensée là, c'était suffisant pour moi de me réveiller à 2h du matin pour me mettre à travailler. Parce que je dis, cet élève, quelque part, il est en train de tout donner pour réussir. Donc cela était suffisant pour moi comme concurrence et c'était dans ma tête. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a encouragé à chaque instant, ça m'a encouragé à tout moment pour travailler et avancer. À Kindia, nous, on avait un autre lycée d'excellence, tout le monde sait, c'était à Stéphane. Donc là-bas, c'était vraiment, ça carburait beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup plus donné de confiance, c'est quand une fois, notre prof de physique nous a dit, monsieur Lamarana, il nous a dit que les sujets qu'il nous donnait, il ne pouvait pas les donner, je crois que c'est Tafori, il enseignait là-bas aussi. Il ne pouvait pas les donner là-bas, sinon tout le monde aurait zéro. Les sujets qu'il nous donnaient, c'était pas des sujets aussi difficiles que ça. Donc, moi, ça m'a surpris parce que Fikri et moi, on écrasait toujours ces sujets-là. Et toute la classe, globalement, avait souvent la moyenne dans les sujets qu'il donnait. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même assez... Le niveau, quand même, était assez élevé à Stéphane. Et surtout, quand je suis arrivé, Fikri, tout le monde savait que c'était intouchable. Et on a beaucoup tiré avec Fikri là-bas. Donc, je me suis dit que on est en train quand même de se mesurer avec les meilleurs de Kindia là. Parce qu'à Kindia, à l'époque, même s'il y avait la lumière qui avait été créée avec beaucoup de clashs qui venaient souvent nous embêter, mais honnêtement, on savait qu'à Kindia, on était vraiment le top, quoi. Et donc, en voyant cela, moi, je m'évaluais surtout par rapport aux anciens sujets du bac. Quand je voyais ça, à l'approche du bac, j'arrivais à les traiter sans forcément regarder la copie traitée, résolution. Je me disais que peut-être qu'à ce moment-là, je suis aussi prêt maintenant. Voilà, donc, parce que je me disais, finalement, peu importe comment les autres vont travailler, si j'arrive aussi à bien travailler et à faire correctement mes copies, je vais forcément être parmi les meilleurs. Voilà. Je n'étais pas sûr d'être parmi les 33, mais je savais quand même que dans les 100, c'était possible. Voilà, donc je n'étais pas sûr d'être boursier, mais je savais que je devrais être parmi les meilleurs de la République. Voilà. Et comment tu as appris les résultats du bac et quel était ton ressenti? Ouais, alors les résultats du baccalauréat, je crois que
ce jour-là, je n'avais pas dormi la nuit. Parce qu'à la veille, ils avaient annoncé à la radio, à la télé, que le résultat sortirait le lendemain. Ouais. Et moi, ce jour-là, j'ai passé la nuit en train de réfléchir. Je me disais que demain, tu vas voir ton résultat. Est-ce que tu as réussi le défi que tu t'es lancé? Est-ce que tu as réussi à honorer ta famille? Est-ce que tu as réussi à honorer l'espoir et l'attente qu'on avait sur toi? Ça me stressait beaucoup, vraiment. Donc toute la nuit, je n'ai pas dormi. Donc j'étais au salon devant la télé en train de regarder, je crois, des films. Mais vers 3 heures, je crois, et le sommeil a eu raison sur moi. Finalement, je me suis endormi. Le lendemain, c'est l'appel de mon école. Je crois que c'était le fondateur ou le comptable. Il m'a appelé pour m'annoncer le résultat. J'avais des amis autour de moi qui étaient là en train de danser. Très content, très très content. Et moi, personnellement, j'étais ému. Je ne savais pas quoi dire. La joie était immense. Sur le coup, j'ai ressenti un vrai sentiment de fierté. Une vraie joie. Vraiment, je n'arrive pas à décrire ce que je ressentais à cet instant-là. Cette joie est décuplée lorsque je vois celle de ma famille. Ma mère, je crois qu'elle a pleuré. Elle était extrêmement, extrêmement contente. Mes frères et sœurs, très fiers, très contents. Mon père, de son côté, lui, il était un peu perdu. Parce qu'il se disait que dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, dans chacune des préfectures, il y a forcément beaucoup de lycées. Dans chacun de ces lycées, il y a des classes de terminale. Et des élèves remplis dans ces classes. Et dire que parmi tous ces élèves, c'est son fils qui s'est classé premier, lui, il n'arrivait pas encore à digérer, à comprendre tout ça, en fait, quoi. Mais néanmoins, il était vraiment, vraiment très, très fier. Et au-delà de l'allégresse, j'ai aussi ressenti une responsabilité. Et je me suis dit que le rang de premier n'était pas juste un titre honorifique. C'est une responsabilité. Et je me suis engagé à m'assurer que ce résultat ne soit pas vain. Je me suis promis de le transformer en quelque chose d'utile pour moi, pour ma famille et surtout pour mon pays. Parce que être premier n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le début. Le vrai combat, le vrai travail, c'est ce que tu fais de ce classement et ce qui en sort plus tard. Donc c'est dans ces contextes-là que j'ai... Alors, le premier aveu que moi je vais te faire, c'est que quand je suis arrivé au Maroc, j'étais content de ne pas être premier de la République. Parce que j'ai galéré au début et je ne voulais pas que l'image de mon pays, du premier de la République de Guinée, soit collée à moi à ce moment-là. Tu t'imagines le premier de la République qui galère dans toutes les matières de l'université. Donc je me disais que ce n'était pas possible. Donc j'étais quelque part soulagé de ne pas être premier de la République. Mais pour aussi, je rappelle quelque chose, c'est que quand moi on m'a appris mon rang, parce que moi-même je n'ai pas pu le vérifier, je crois que c'était MTN. Dans le village, personne ne savait même ce que ça voulait dire. Je suis arrivé à la maison, j'ai informé mes parents, ils étaient contents, mais pas trop comme ça, parce qu'ils ne savaient même pas ce que ça veut dire. Comme je t'ai dit, moi mes parents sont vraiment des cultivateurs. Donc ma maman elle est femme de ménage, elle cultive aussi, donc ils ne savent rien de tout ça et ils ne savaient pas ce que ça impliquait. Il a fallu que je leur dise que après cela, il va falloir aussi partir à Conakry pour faire les démarches et éventuellement partir au Maroc. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que c'était du sérieux. Parce que pour eux, je suis habitué déjà à être premier, deuxième, donc c'est à peu près dans la même logique finalement que je me retrouve troisième de la République. Mais quand j'ai dit que nous, on allait potentiellement partir au Maroc, et là, ils ont réalisé que c'était quelque chose de grand, mais ils ont eu aussi peur. Moi-même, j'ai eu peur parce qu'on pensait qu'il fallait payer beaucoup d'argent. Donc, surtout qu'on avait l'habitude, avant en Guinée, de passer par des petites magouilles pour acheter des places. Donc, nous, on n'avait pas les moyens pour ça. Donc, je me souviens qu'il y avait un cousin, je ne vais pas forcément dire son nom, mais qui avait dit que nous, on doit payer beaucoup d'argent. Lui, sa femme a son frère en Allemagne. Ils vont nous aider à avoir ma bourse et que nous, on doit vendre des bœufs pour lui envoyer l'argent là. Moi, j'ai dit à mes parents, vous savez quoi, on va attendre. Moi-même, je vais aller à Conakry
voir de plus près ce qu'il faut et tout ça là. Ouais. Et c'est là que je suis parti au ministère. Ils ont dit que voilà, la liste va partir au Maroc. Ils vont faire les sélections et après le résultat va venir. Si je suis retenu dans cette liste là, je vais partir au Maroc. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas quelque chose d'autre. On n'a pas à s'inquiéter. Donc ça m'a rassuré. J'ai attendu jusqu'à ce que les résultats étaient venus finalement. Donc comme pour dire que toi et moi, notre environnement, c'était vraiment différent. Moi, de mon côté, toute la pression, la tension finalement la motivation, tout, c'était moi-même. Il n'y avait pas quelqu'un finalement qui savait même ce que ça signifiait de réussir à l'école. Moi, l'exemple de mon cousin, la famille était au courant. Absolument, il s'attendait à cela. Mais maintenant, mes jeunes sœurs, elles ont beaucoup de pression. Elles vont passer le bac cette année et elles savent ce qu'ils savent. Elles sont à Kindia? Non, elles sont à Kankan. Elles étaient à Conakry, elles sont passées à Kankan. Donc, si elles sont aussi intelligentes que toi. Ouais, bon, en tout cas, il y a une qui se débrouille pas mal. Donc, on est en train de prier aussi. Parfait. Voilà, donc très souvent, l'État guinéen est critiqué d'envoyer les boursiers. Certains même disent qu'on les jette au Maroc. Mais personnellement, pour avoir étudié au Maroc, je sais que c'est pas jeté. Parce que quand on est quand même envoyé dans des écoles, dans des grandes écoles marocaines, généralement, on arrive à s'en sortir. Et je confirme ce témoignage par aussi l'interview que j'ai passée avec François Mansaré, qui est aujourd'hui à l'ENSIAS au Maroc. C'est pratiquement la meilleure école d'informatique au Maroc. Donc, il m'a dit aussi que si c'est pour aller dans les grandes écoles marocaines, franchement, ça va. Voilà. Donc, mais globalement, en tout cas, on sait qu'il y a mieux. Voilà, l'État pouvait faire mieux quand même. Quand on voit les États comme le Mali, par exemple, le Sénégal et même le Burkina, généralement, les meilleurs. Au Mali, on m'a dit que les gars postulent pour la bourse. C'est-à-dire que les meilleurs partent en France. Maintenant, après ça, si tu sais que tu as de bonnes notes, tu rassembles, tu fais ton dossier, tu déposes, tu postules pour la bourse marocaine. Tu vois? Donc, j'ai vu tout de suite la différence. Mais à notre époque, il y a deux étudiants qui avaient eu, je ne sais pas si c'est la chance ou en tout cas un projet, une opportunité, celle de partir en Turquie. Toi et François Tamba François, vous avez été les deux seuls que moi je connaisse parmi les boursiers qui avaient eu l'opportunité de partir étudier en Turquie. Comment vous avez eu cette opportunité et pourquoi vous deux? S'il y avait par exemple le premier des sciences sociales aussi, j'aurais dit, alors c'était les 3 premiers de la République, mais il y avait plutôt le premier des sciences instrumentales. Mais il n'y avait que toi et François qui avaient été aussi premier de la République sciences sociales. Donc pourquoi et comment vous avez eu cette opportunité? Sur la question de comment on a eu l'opportunité, l'opportunité s'est présentée à travers une école turque à l'époque à Conakry qui était appelée la Citadelle. Donc après les résultats du baccalauréat, ils m'ont contacté pour me proposer une bourse complète pour aller étudier en Turquie. C'était l'une des premières occasions, je crois, l'une des premières opportunités à l'époque, parce que nous avons été les premiers, Tamba et moi, d'avoir bénéficié de cela. D'ailleurs, je passe un salut à Tamba François Kamano, Koundouno plutôt, qui est un ami très proche à moi. Cependant, nous ne sommes pas que 2. Tous les 3 premiers avaient été contactés. Donc Célestin Kayangbe, je crois, lui aussi il avait été contacté pour aller en Turquie. Sauf que lui, il tenait coûte que coûte à faire la médecine. Alors qu'en Turquie, ce n'était pas cette filière qu'on lui avait proposée pour la bourse. Donc voilà pourquoi lui n'a pas été, et je crois qu'il a choisi d'aller au Maroc. Mais sinon, ce n'était pas que François et moi, et c'est comme ça qu'on a eu l'opportunité. Et je crois qu'au-delà même de la Citadelle, l'État guinéen lui-même envoie des boursiers en Turquie. D'accord. Qui ne sont pas forcément des boursiers, des lauréats ou baccalauréats. Ça peut être des gens qui sont à l'université, mais souvent, il y a ce partenariat entre l'État guinéen et l'État turc afin d'envoyer des boursiers en Turquie. Moi, je ne savais pas cela. C'est quand je suis arrivé en Turquie, j'ai vu des Guinéens qui étaient là-bas comme étant boursiers de l'État guinéen. Donc ça existe. Il faut juste aller au service national
des bourses extérieures, je crois, demandées. C'était pas démocratisé, c'était très, je pense, secret. Voilà quoi. Je sais déjà comment on obtient ce genre de choses. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Exactement. Donc du coup, ce n'était pas que nous seuls, hein, il y avait vraiment des étudiants guinéens qui étaient là-bas. En dehors même de la bourse de l'État guinéen, il y avait le programme de bourse de l'État turc. Chaque année, des milliers d'étudiants à travers le monde vont en Turquie pour étudier, à travers une bourse qui est 100% prise en charge par le gouvernement turc. Et il y a pour la licence, le master, comme le doctorat. Il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui y vont. Et les frais d'études sont payés, le logement, la nourriture, les frais de santé, absolument tout. Tout ce qui est, même le transport, même le billet d'avion, c'est pris en charge par le gouvernement turc. Et moi d'ailleurs, quand j'y étais en Turquie, j'ai aidé beaucoup d'étudiants, d'élèves guinéens à partir en Turquie à travers cette bourse-là. Donc vraiment, ce n'était pas que nous, c'est juste que les gens ne connaissaient pas le réseau, les gens n'étaient pas au courant, ce n'était pas démocratisé, donc c'était devenu secret, c'était devenu je ne sais pas pourquoi. Mais voilà quoi, sinon, voilà, c'est comme ça on a eu l'opportunité et ce n'était pas que nous deux. Donc il y a un système de bourse aussi comme Campus France, mais pour la Turquie. Oui. Ça s'appelle Turquie Boursalari. Donc chaque année, si tu remplis les critères sont, je pense que l'âge et aussi un peu le dossier scolaire. Il faut qu'il y ait des bonnes notes, régularité. Voilà, une moyenne minimale, je crois. Mais oui, si tu remplis les critères, tu pars, tout se fait en ligne. Voilà, il n'y a pas de contact direct, non, tout se fait en ligne. Et une fois que tu finalises ta candidature, il y a une première liste d'admission. Cette liste-là est envoyée aux admis et ces admis sont invités à aller dans les ambassades ou les consulats turcs dans les différents pays afin de passer les entretiens. Donc l'État turc envoie des délégations pour faire les entretiens là. Donc je crois en Guinée c'est à Taouya, à l'ambassade turque en Guinée. D'accord. C'est après l'entretien, après l'interview avec eux, qu'un deuxième résultat vient. Et ce deuxième résultat là, si tu es retenu, tu le reçois avec le nom de l'université où tu as été accepté, la filière, dans quelle langue tu vas étudier, parce qu'il y a la possibilité d'étudier en turc comme en anglais. Ah bon? Donc dans quelle langue, voilà quoi. Mais oui, il y a vraiment tout un programme en ligne qui ne dépend de personne. Il y a même, je crois, que des centres en Guinée actuellement à Conakry qui essaient de retirer de l'argent des gens afin de les aider à préparer pour cette bourse-là. Donc ce que je faisais quand j'étais en Turquie, j'aidais les gens à venir en Turquie gratuitement. Cette information elle est très importante et cette année avec Miss Mathématiques aussi, Ouais. elle m'a fait comprendre qu'il y a une deuxième bourse guinéenne pour le Maroc qui est financée par ATS Group. Et c'est cette année que je l'ai appris et l'information se trouve dans l'interview également. Et c'est cette bourse qu'elle a eue pour aller au Maroc. La bourse, elle prend en charge à 100% en fonction de ta note, parfois à 100%, 70, 50% de la scolarité. Mais c'est le logement et le billet d'avion, c'est toi-même qui prends ça en charge. Mais quand même, c'est très intéressant ça aussi parce que s'il n'y a que le logement et puis tout le reste, que le confort de l'étudiant, généralement il y a des familles qui peuvent prendre ça en charge. Pour avoir vécu au Maroc, je sais que la scolarité parfois dans certaines écoles ça va jusqu'à disons 66 000 € par an. Donc c'est pas donné à tout le monde en Guinée. Donc c'est important. Je pense que moi-même je vais récupérer ces informations là pour les envoyer à certains amis, certains proches et ainsi de suite. Donc, quel est ton retour d'expérience pour ton aventure en Turquie? J'ai été vraiment surpris quand je suis arrivé en Turquie. Tu sais, la Turquie, pour certains, comme c'est situé dans le Moyen-Orient, voilà, on l'assimile un peu à un pays arabe, avec des conflits. Non, c'est complètement différent. D'ailleurs, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc ça montre jusqu'où ce n'est pas un petit pays. Il y avait cette dynamique d'émergence qui était en Turquie. Le gouvernement avait massivement investi
dans l'éducation, dans le développement de la technologie, dans l'innovation et dans la recherche de l'excellence. Le gouvernement voulait vraiment faire décoller le pays en technologie, en industrie et tout ce qui va avec. Donc c'est dans cet environnement que je suis arrivé. Donc partout, on était à la recherche de l'excellence. Et la Turquie, c'est vraiment un pays de bosseurs, un pays de travailleurs. Il faut y être pour vraiment comprendre. Les Turcs aujourd'hui, ils font leurs propres satellites. Les Turcs aujourd'hui, ils font leurs propres drones. On entend parler souvent, les drones turcs, par exemple en Libye et consorts. Vraiment. Aujourd'hui, les Turcs sont en train de se préparer pour aller sur la Lune. Ils ont un programme lunaire. Donc c'est un peu pour te dire jusqu'à quel niveau le pays est en train de travailler. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je suis arrivé en Turquie, donc à l'université, à l'école, avec des ambitions vraiment à tous les niveaux. Surtout que mon université était l'une des premières universités spécialisées dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Donc, et avec des visions de l'État à fabriquer des satellites ou des programmes lunaires. Donc la recherche de l'excellence, la rigueur était vraiment au rendez-vous. Donc vraiment, le pays, j'ai été impressionné. J'ai été vraiment, vraiment impressionné. Ce qui est plus impressionnant, c'est le fait d'avoir une adéquation entre cette recherche de l'excellence académique qui est finalement mise au service d'une vision économique nationale. Ils avaient une vision, ils avaient une stratégie et ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller. Donc les recherches, les programmes éducatifs, les recherches de l'excellence, tout cela était mis au profit de cette vision nationale. J'étais vraiment impressionné et c'est vraiment un grand, grand pays. C'est comme si finalement le système éducatif guinéen s'est réorganisé pour faire en sorte que l'excellence soit redirigée vers tout ce qui est mine, tout ce qui est... Vision, ouais. Je comprends, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a par exemple que Simandou Academy, j'espère que ça évolue dans ce sens-là. Au Sénégal, je me souviens que le président Macky Sall avait créé une école spécialisée dans les mines et tous les étudiants qui sortaient de là partaient directement sur les chantiers. Pour les stages, pour l'embauche et tout. Et ça, j'espère qu'en Guinée aussi on va avoir un truc comme ça parce que il y a vraiment le potentiel géologique, c'est ça, on dit. Donc il est énorme et si la compétence aussi suivait, ça peut beaucoup plus profiter ça au peut pays. donner fruit, Ça marche.